toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment. Et aujourd'hui, le grand jour est enfin arrivé. Non, ce matin, je n'irai pas au travail. J'emprunterai le même chemin que d'habitude, mais à mi-parcours, je changerai de cap pour rejoindre l'aéroport. Je pars au bout du monde pour 6 semaines. Hong Kong, Sydney et enfin la Nouvelle-Zélande. Je partirai seul dans cette aventure. Mais en fait, pas tout à fait, car je vous emmène avec moi. Ça vous dit ? Allez, c'est le moment de lâcher prise et vraiment profiter de la vie. Allez, c'est parti. On commence par une petite escale de 2 jours à Budapest qui m'a permis d'obtenir des billets à moins de 300 € pour mon vol vers Hong Kong. Une opportunité qui ne se refuse pas, n'est-ce pas ? Ça y est, je suis arrivé à Budapest. Issue du mariage de Buda et Pest, elle s'étend des 2 côtés du Danube. Je découvre une ville entre 2 mondes, entre 2 époques. Ici, le passé dialogue avec le présent. Sur les hauteurs, le château domine la ville, offrant un panorama majestueux. En dessous, la vie s'enflamme. Musique, éclats de rire, ruelles animées. Budapest est devenue une capitale de la fête, où la bière et le schnapps coulent à flot, et où les nuits s'étirent sans fin. Mais ce n'est pas pour ces soirées endiablées que je suis ici. Ce qui m'attire, ce sont ces bains légendaires, et notamment le célèbre Széchenyi, dans un palais des périodes néo-baroque et néo-renaissance. Un cadre hors du temps où l'on s'attendrait presque à rencontrer Sissi et l'empereur François-Joseph, nonchalamment vêtus de leurs maillots de bain d'époque. Je décide alors de rentrer mon ventre pour offrir une image à la hauteur de l'endroit. Je déambule entre les piscines, les spas et les hammams, subjugués par leur splendeur. Mais c'est à l'extérieur que la magie opère le plus. De l'eau à 28 degrés, une pluie fine et glaciale qui caresse la surface tout en me faisant subir une expérience de cryogénisation. Et dans une petite piscine, des joueurs d'échecs, insensibles au temps qui passe. Vient ensuite le temps de la découverte gastronomique. Dans une taverne oubliée, cachée au détour d'une ruelle, je déguste un verre de Tokay, un nectar ambré, à la hauteur de sa réputation. Je commande une goulash, un plat emblématique de la Hongrie, une assiette généreuse et fumante. Mais une touche de déception s'impose. Je m'attendais à un feu d'artifice d'épices, une explosion de paprika et de saveurs exotiques. Et me voilà devant un plat qui ressemble étrangement au ragoût de bœuf de ma belle-mère. Un schnapps bien senti adoucira enfin cette surprise. Je pourrai quitter Budapest en paix. Mon voyage continue demain. Déjà, mon esprit s'envole vers Hong Kong, Victoria Bay, l'effervescence asiatique. Une autre étape, une nouvelle histoire à écrire. Non, mon vol China Airlines à 300 € n'était pas une vaste arnaque. Je suis rassuré. J'arrive à Hong Kong. En route, j'ai fait une escale à Chongqing, immense ville champignon posée au cœur de la Chine industrielle. 32 millions d'âmes, une métropole en perpétuelle expansion. Et pourtant, une impression de vide. L'aéroport de Chongqing m'a dérouté. Des pistes à perte de vue, un tarmac désert, quelques avions esselés. Et partout, des boutiques duty-free désaffectées, figées dans un silence troublant. Un décor presque irréel, comme un vestige d'un futur trop grand, trop rapide, trop impersonnel. Mais désormais, je suis bel et bien à Hong Kong, les amis. Ici, tout est à une autre échelle. Ma chambre d'hôtel, 8 mètres carrés. Un lit simple, une salle de bain minuscule, un espace conçu, semble-t-il, pour une demi-personne. Mais qu'importe, car dehors, à quelques pas, il y a Nathan Road, le port Victoria, et la silhouette figée de Bruce Lee. Parfois, les légendes déçoivent. Je repense à ce concert de Simple Minds dont j'attendais tant et qui m'avait terriblement déçu. La baie de Hong Kong, elle, est une légende qui ne m'a pas déçu. Dès les premiers instants, elle ensorcelle. Les lumières dansent, entre reflets diffus et éclats de LED. Les bateaux, chaloupes et ferries tracent leur ballet incessant. Et l'atmosphère, une mélodie douce, une ambiance feutrée. Ici, personne ne crie. On se laisse porter, comme dans un vieux restaurant asiatique, où la musique flotte sans jamais s'imposer.
Hong Kong tient réellement ses promesses. Je suis désormais impatient que le jour se lève pour poursuivre mes investigations et dévorer tout ce que cette cité magique a à m'offrir. Ce matin, la ville palpite. Une effervescence constante, une énergie brute. Autour de la baie Victoria, les gratte-ciel ne sont pas que des mirages de verre et d'acier. Ils abritent les sièges des grandes banques d'affaires, les rouages d'une économie qui fait de Hong Kong l'une des puissances financières de l'Asie. L'empreinte britannique est partout. Les bus rouges à double étage, les traders élégants, les noms des avenues qui rappellent encore une époque où la ville était un dominion anglais. Aujourd'hui, je prends de la hauteur. Direction Victoria Peak, la montagne qui surplombe l'île. Mais avant d'atteindre le sommet, il faut affronter la foule. Le balai du tourisme de masse, ces files interminables pour prendre le funiculaire. Une fois là-haut, la vue est saisissante. Au loin, les grues du port maritime d'où partent les porte-conteneurs qui inondent le monde de produits made in China. Une mécanique implacable, une industrie sans fin. Le retour se fera à pied, par un sentier discret. Une petite jungle préservée, à 2 pas du tumulte de la ville. Au pied de Victoria Peak, le quartier de Wan Chai m'attire aussitôt. Un souffle d'authenticité, un appel irrésistible à se perdre dans ces ruelles vibrantes. Voyager seul, c'est prêter une attention nouvelle aux curiosités du monde. Là, au détour d'une rue, je tombe sur une druide locale. Pour 5 €, elle me propose de chasser le mauvais esprit. Encens, incantation, prière. 5 minutes plus tard, l'affaire est réglée. Elle me promet un avenir radieux. Je veux bien la croire. Bien sûr, ma séparation, survenue quelques jours avant mon départ, a été un choc. Un chamboulement après 34 années de vie partagée. Mais après tout, l'important n'est-il pas d'apprendre à lire les signaux positifs, à croire encore en sa bonne étoile ? Un peu plus tard, dans une bijouterie, je manque de faire une folie. Une parure en or, décorée de 3 têtes de cochon. Un bijou extravagant, un possible atout, séduction pour la suite. Mais un doute m'assaille. Ce bijou est peu trop ostentatoire peut-être, non ? Je termine cette journée par une cérémonie dans un temple bouddhiste. À quelques jours du Nouvel An chinois, les offrandes sont grandioses. Un spectacle fascinant, un moment hors du temps. Demain, je prends la route pour Macao, le temple du jeu, le royaume des excès, tout un programme. Difficile de résister à l'appel de Macao, à seulement 1 heure de Hong Kong en ferry. Une escapade presque obligatoire, ne serait-ce que pour découvrir l'architecture incroyable des buildings modernes, qui poussent ici aussi vite que les champignons dans la forêt magique de Blanche-Neige et les 7 nains. Longtemps sous pavillon portugais, la ville n'est devenue un territoire autonome chinois qu'en 1999. Depuis, son identité s'est redessinée autour du luxe, du divertissement et surtout du jeu. Si les jeux d'argent sont interdits en Chine continentale, à Macao, tout est permis ou presque. C'est le Las Vegas de l'Asie. Ici, les sommes misées dépassent largement celles de la célèbre ville du Nevada. Un potentiel immense, 3 milliards de joueurs potentiels à moins de 5 heures d'avion, contre seulement 400 millions pour Las Vegas, à périmètre égal. Bref, à Macao, c'est la démesure, partout. Et pour bien faire les choses, les Chinois ont copié Las Vegas, mais en plus spectaculaire, en plus ostentatoire peut-être. D'un casino à l'autre, on y fait également le tour du monde. Venise et ses gondoles. Londres, ses monuments iconiques. Et Paris, avec sa tour Eiffel, ses façades haussmanniennes et sa place Vendôme. Dans les salles de jeu, les mises s'envolent. Moi, avec mon modeste billet de 20 $, j'ai tenu exactement 2 minutes 34. À côté de moi, les véritables joueurs semblent imperturbables. 1000, 2000 $ injectés en quelques instants, sans sourciller. Ma sagesse campagnarde reprend vite le dessus. Je préfère observer. Dans les immenses shopping malls qui bordent les casinos, une autre facette du spectacle. Les boutiques trucs de luxe prises d'assaut. Il faut faire la queue pour entrer dans les enseignes françaises de luxe, Louis Vuitton, Dior, Yves Saint Laurent. En une seule journée à Macao, capitale du bling-bling, on perçoit la force économique de l'Asie. Bien sûr,
La majorité de la population reste très pauvre, mais une classe aisée émerge. Elle dépense, elle affiche, on est loin du vivons heureux, vivons cachés, cher à beaucoup de Français, qui gardent une relation pudique avec l'argent. De retour à Hong Kong, je croise un Daft Punk local qui fait le show dans la rue. La culture occidentale continue d'exercer une grande influence en Asie. Mais mon séjour a challengé ma vision du monde, qui, je l'avoue, restait très centrée sur l'Europe et l'Amérique. Non, le centre du monde ne se trouve pas là, il a clairement basculé du côté de l'Asie et du Pacifique. Et ma prochaine étape à Sydney et en Australie ne démentira probablement pas cette vision. Dans l'avion, je savoure une découverte inattendue. Une série espagnole, Machos Alpha, recommandée par les esprits les plus brillants et raffinés de mon entourage. Ils se reconnaîtront. L'histoire ? 4 machos espagnols face à la révolution post-MeToo. La remise en question des réflexes patriarcaux, la libération des mœurs, les couples ouverts. Autant dire que cette série m'a offert quelques clés de compréhension sur les raisons de ma rupture après 34 ans de mariage. À côté de moi, un vieux monsieur philippin. 3 rows sonores, 5 regards insistants sur la poitrine plantureuse de l'hôtesse de l'air. Manifestement, il n'a pas encore vu Machos Alpha. Sa déconstruction est probablement en cours. J'hésite à lui demander si la Netflix lui recommandait cette série, en toute bienveillance bien sûr. Mais l'avion amorce déjà son atterrissage. Sydney est là. Dès l'aéroport, quelque chose d'unique. Une énergie, une atmosphère qui met immédiatement à l'aise. Sydney, c'est une grande capitale. Des buildings imposants, une activité bouillonnante, un réseau de transport hyper structuré. Mais, malgré cette effervescence, quelque chose de plus léger. C'est la capitale mondiale du Take It Easy, un Club Med géant. Une ville où la plage n'est jamais loin. Les planches de surf, les bars à cocktails. Ici, le Casual Friday, c'est tous les jours. Lunettes de soleil, jeans, bermuda, parfois même des Crocs. Je soupçonne certains d'avoir un drap de bain dans leur sac. Mais Sydney, c'est avant tout une mosaïque de culture. Une diversité réelle, non pas rêvée, construite sur des vagues d'immigration successives, ouvertes sur le Pacifique, l'Asie, les États-Unis. Cette énergie se ressent partout, dans ses rues, dans ses marchés, dans son ambiance. J'arrive enfin chez Ami et Kazu, mes hôtes japonais. Ils habitent dans un quartier résidentiel au nord de Sydney, à 10 minutes en bus de l'hypercentre. Je me sens impatient de faire leur connaissance et de découvrir leur culture. Ce matin, je me réveille tôt, plein d'énergie, pressé de découvrir Sydney. Il y a tant à voir, tant à vivre. Je savoure l'efficacité des bus de banlieue qui me transportent vers l'hypercentre en un clin d'œil. Le trajet me fait traverser le Harbour Bridge, l'un des lieux emblématiques de la ville. Et soudain, la baie de Sydney, l'une des plus belles du monde. Ici, tout semble graviter autour du port du Harbour Bridge et bien sûr, de l'opéra. Un plaisir immense de déambuler dans ce lieu mythique. Plus je m'approche, plus son architecture me fascine. Son toit, d'une beauté saisissante, recouvert de plus d'1 million de petits carreaux blanc crème, venus tout droit de Suède. Depuis l'opéra, le panorama est à couper le souffle. La baie entière s'ouvre devant moi. Le Harbour Bridge, la ville et ses buildings modernes, le jardin botanique. Je m'attarde, je contemple. Et je mesure ma chance d'être là. Je repense à toutes des années de travail, parfois au détriment de ma santé. À ces jours où je rêvais de ce moment. Et aujourd'hui, j'y suis enfin. L'événement du jour à Sydney, c'est le Nouvel An chinois. Une fête qui traverse les communautés, qui unit les gens dans un même élan. Je vous passe les danses du lion et autres spectacles endiablés. Mais l'énergie de cette célébration du vivre ensemble est fascinante. Et puis, il y a les marchés. Toujours une étape incontournable en voyage. Au Fish Market de Sydney, mes yeux et mes papilles explosent. Des sushis colorés, des barbecues de poulpe, des homards grillés. Le choix est un supplice. Je cède et décide de goûter un peu tout. Le homard est incroyable, le reste aussi. De retour à l'appartement, je partage un long moment avec Kazu et Ami. Ces quelques jours avec eux me permettent
de toucher du doigt la culture japonaise. Une immersion au cœur de l'Australie multiculturelle. Dans leur appartement, tout semble pensé pour optimiser le feng shui. J'aime ce raffinement, ce calme et ces moments de curiosité partagés. Amy me partage une longue liste de spots incontournables à visiter sur Sydney. Demain, mon programme est chargé. La nature australienne et ses espèces endémiques le matin, l'art et la culture l'après-midi. J'ai hâte. Ce matin, cap sur la nature. Je trouve un vélo et file en direction de Bondi Beach, à 2 pas du centre-ville. Certains la considèrent comme l'une des plus belles plages du monde. Elle m'évoque la grande plage de Biarritz, mais en un peu plus sauvage. Des vagues, des surfeurs, du sable blanc, des rochers, un décor magnifique, mais un peu trop urbain pour figurer dans mon top 10. Les jardins de Sydney, en revanche, me séduisent immédiatement. Le Royal Botanic Garden est un véritable bijou, un air de Hyde Park, mais avec une profusion de plantes exotiques et d'arbres centenaires. La vue sur la baie de Sydney et l'opéra est absolument incroyable. Après une petite pause bien méritée, je m'attaque à la découverte de la faune australienne. L'Australie abrite un grand nombre d'espèces endémiques. Sur les conseils de Amy, ma gentille hôte japonaise, je fonce au Featherdale Wildlife Park, un espace éco-friendly, où l'on peut observer de près tout ce petit monde. Les kangourous, bien sûr, mais aussi les koalas, les diables de Tasmanie. Je flash sur les échidnés à nez court. Des créatures calmes, indépendantes. Je pense que je pourrais bien m'entendre avec eux. Je finis ma balade en traversant l'espace dédié aux reptiles en vitesse. Les serpents sont nombreux en Australie et je préfère ne pas réveiller ma phobie. De retour dans le centre de Sydney, je poursuis ma journée et ouvre désormais le volet culture. Je fonce à la National Art Gallery. Ce musée propose une exploration fascinante de l'art et de l'histoire des aborigènes. Les premiers habitants de l'Australie, un peuple nomade, à l'identité forte, comme en témoignent les superbes collections du musée. Peintures rupestres, sculptures, œuvres en pigments naturels. Les aborigènes ont été durement frappés par la conquête des territoires intérieurs au XIXe siècle. Aujourd'hui, le pays se veut ouvert, moderne et inclusif. Mais la reconnaissance des cultures aborigènes reste encore en chantier. L'histoire a laissé des stigmates que l'Australie contemporaine tente patiemment de gommer, sans toujours y parvenir. À la National Art Gallery, certaines créations aborigènes sont gentiment protestataires, souvent très drôles. L'humour a tellement de vertus réparatrices. Cette journée a été riche en découvertes et en réflexions. Un instant de légèreté s'impose. Je pousse la porte d'un pub de quartier, à quelques pas de chez moi. Et, surprise, un show de drag queen, plein d'humour et d'énergie. Depuis la série Machos Alpha, ma déconstruction avance décidément à grands pas. Mais dès demain, c'est en Nouvelle-Zélande qu'elle se poursuivra. Rendez-vous à Queenstown sur l'île du Sud. Ça y est les amis, me voici à Queenstown sur l'île du Sud en Nouvelle-Zélande, à 2000 km de Sydney tout de même. La Nouvelle-Zélande me fait rêver depuis tellement longtemps et dès mes premiers pas ici, je ne suis pas déçu. Queenstown, c'est la dernière vraie ville avant le sud extrême du pays, le point de départ de toutes les aventures dans le sud de l'île. C'est une petite cité, charmante, paisible, qui respire le bout du monde. Une station qui me rappelle un peu Megève, mais bordée d'un immense lac. Aujourd'hui, je choisis la simplicité. Une longue balade au bord du lac Wakapito. Quelle claque! Une nature préservée, brute, infinie, un calme absolu, une eau cristalline, un cirque de montagnes en toile de fond. Impossible de ne pas sombrer dans la contemplation, surtout pour un esprit prédisposé comme le mien. La baignade? Non, je passe mon tour. Ici, à 45 degrés sud, la même latitude que Paris au nord, le froid reste piquant. L'Antarctique impose sa présence bien plus que l'Arctique ne le fait sur l'autre hémisphère. Après 22 589 pas comptabilisés sur ma montre, je retrouve enfin mon auberge douillette, fier de ma performance du jour. Je vais devoir bien dormir car dès demain, l'aventure se poursuit en VTT. Ce voyage en solo est une véritable révélation, un lâcher-prise que je n'avais jamais atteint. Je me laisse porter, guidé par mes envies du moment, sans trop réfléchir. Mais parfois, cet instinct brut me réserve de belles surprises. Ma sortie du jour en VTT, par exemple, qui m'a amené à programmer mon réveil à 7h30. Moi, levé à 7h30 pour faire du VTT. Je suis à 2 doigts de développer une addiction au sport. Et peut-être même au Cortex, comme certains de mes amis. Je prends donc une navette pour Our Town, une petite cité perdue en pleine nature à 20 km au nord de Queenstown. Cette cité respire le Far West américain. Ici,
On a cherché de l'or pendant longtemps. Mais aujourd'hui, l'or, c'est la nature et le tourisme. Le sentier VTT débute le long d'une jolie rivière, un passage en sous-bois, un pont suspendu, une vue permanente sur les montagnes environnantes. Je garde un œil sur les crêtes des montagnes pour m'assurer que des Indiens Iroquois ou Mohicans ne sont pas en train de surveiller mes faits et gestes. Ici, tout est optimisé pour la randonnée à pied ou en vélo. Les chemins sont parfaitement balisés. Le sentier surplombe désormais la Twins River avec une vue saisissante sur les Remarkables, la chaîne montagneuse qui borde le lac Wakapitu. Je ne me lasse pas d'observer ces eaux cristallines, ces nuances de bleu infinies. Retour enfin à Queenstown, après une petite sieste bien méritée au bord du lac. 37 km, 300 mètres de dénivelé positif. Si je continue comme ça, c'est certain, je vais retrouver le corps d'athlète que je n'ai jamais eu. Si vous vous demandez où se trouve le bout du monde, le fjord de Milford Sound est une réponse plausible. Techniquement, depuis la France, c'est l'un des points les plus éloignés de la planète. Et ce joyau naturel, il se mérite. 4 heures de route depuis Queenstown, une distance qui n'entame en rien son attrait incontournable. Dès mon arrivée, la puissance du décor me saisit. Une lumière intense baigne le fjord, les pics montagneux l'encerclent comme des gardiens silencieux. Des chutes d'eau spectaculaires, une famille de phoques qui s'ébat sur les rochers, une vue imprenable sur le glacier. Cette croisière sur le fjord est un régal absolu. Difficile de ne pas multiplier les superlatifs pour décrire ce paysage. Un paysage qui ferait presque pâlir de jalousie le peuple norvégien, si fier de ses propres fjords. Milford Sound est à la hauteur de sa réputation. Ce matin, j'ai eu une révélation. La Nouvelle-Zélande, où je croyais le beau temps éternel, s'est réveillé sous la pluie. Petite surprise, mais rien ne m'arrête désormais. Surtout pas un crachin ridicule. Je mise sur la forêt et les bords du lac Manapuri, à côté de Te Anau, pour ma virée du jour. 8 km entre sous-bois et plage. Malgré les nuages, la lumière reste magnifique. Une belle excuse pour quelques clichés en gros plan, dont j'ai le secret. Mes enfants se moquent souvent de cette lubie de boomer. Quand je me transforme en David Hamilton contemporain, spécialiste des pierres et des plantes, ils ne comprennent rien à ma démarche artistique. De retour à Queenstown, un grand challenge m'attend. Je teste son golf qui est probablement l'un des plus spectaculaires de Nouvelle-Zélande, avec un objectif précis, rendre vert de jalousie mes partenaires habituels en France. Et clairement, je ne suis pas déçu. Jamais je n'ai eu la chance de jouer sur un golf aussi exceptionnel. Cette découverte du golf de Queenstown me donne également l'opportunité pour la première fois de ma vie de défendre les couleurs de mon glorieux pays dans une compétition internationale. Face à moi, un jeune kiwi du Northland particulièrement sympathique. Mais je ne dois rien lâcher. Chaque fois que je saisis un club pour jouer, je sens les espoirs de tout mon peuple. J'imagine la hola du public lorsque ma balle atterrit sur le green. Le profil de débutant de mon adversaire, associé à son sens de l'hospitalité, me permettent de remporter cette partie haut la main. Mon ego est rassasié. Je vais pouvoir entamer un nouveau chapitre de mon aventure avec le sentiment du devoir accompli. Prochaine étape, le mont Cook et ses formidables lacs de Pukaki et de Tekapo. Mon aventure se poursuit désormais en direction de Twizel, qui se trouve au pied du Mount Cook, le principal sommet de l'île du Sud. La route s'avère magnifique. Lacs de montagne, paysages désertiques, chaînes montagneuses, je ne me lasse pas de ce décor qui m'emmène d'un émerveillement à un autre au fil des kilomètres.
Avec un peu plus de 3700 mètres d'altitude, le Mount Cook est le point culminant de Nouvelle-Zélande. Il se trouve au centre des Alpes du Sud, qui se dressent fièrement de Picton à Wanaka, tout le long de la côte ouest de l'île. C'est une destination rêvée pour faire un peu de randonnée et aller observer le glacier qui se laisse glisser pratiquement jusqu'au Mount Cook Village. La journée débute par un trajet magnifique au bord du lac Pukaki, dont les eaux turquoises n'ont cessé de me charmer au fil des kilomètres. Comment rester insensible face à un tel spectacle ? Le sentier au pied du mont Cook s'avère finalement plutôt facile, avec peu de dénivelé. Pour autant, l'arrivée à Key Point est magnifique. Le glacier semble à portée de main et la vue sur les sommets environnants s'avère exceptionnelle. Ce pays possède décidément plein d'atouts. Mon pique-nique est perturbé par l'arrivée d'une tribu d'anciennes Miss japonaises. À bout de souffle, elles piaffent, s'esclaffent face à la beauté des lieux et finissent par me solliciter pour une séance de photos. Cela commence par des photos de leur groupe et se poursuit par un shooting en duo avec chacune d'entre elles. J'avoue avoir bien rigolé et m'être senti assez flatté à mon âge avancé d'être ainsi sollicité pour un shooting de stars internationales. Je pense en tout cas avoir fait leur journée tellement elles semblaient hontantes. Cette balade au pied du mont Cook a ouvert mon appétit. Dès demain, je poursuivrai ma découverte de la région en VTT. J'ai hâte. J'attaque cette nouvelle journée avec de grandes ambitions sportives. Dès 9h, je récupère un vélo à Twizel. Je note au passage que ma notoriété en Nouvelle-Zélande a grimpé en flèche depuis ma victoire historique au golf de Queenstown. Je me sens désormais attendu partout où je passe. Je me lance donc sur la fameuse A20, Alps to Ocean Trail, qui est la plus célèbre des pistes cyclables en Nouvelle-Zélande. Elle déroule sur plus de 300 km et permet de traverser l'île du Sud. Rassurez-vous, je me suis contenté de 49,5 km ce matin et avec assistance électrique pour être totalement transparent. Mais c'était tout de même un bel effort pour un jeune boomer comme moi. Pour tout vous dire, j'ai puisé ma motivation en pensant au bon, à l'excellentissime repas qui m'attendait. Ami et Kazu, mes hôtes japonais à Sydney, m'avaient en effet recommandé un restaurant à quelques kilomètres de là, au bord du magnifique lac Tekapo. Ami avait su me mettre l'eau à la bouche, un saumon exceptionnel, une chair ferme et savoureuse, les meilleurs sashimi de ma vie. Comme chaque coup de pédale me rapprochait un peu plus du restaurant, j'ai battu tous les records de vitesse pour réaliser mon trip en vélo. Je fantasmais totalement sur la carte et imaginais des sushis peut-être même encore plus spectaculaires qu'au Sydney Fish Market, des brochettes de saumon teriyaki ou tout simplement des sashimi. La simplicité, cela a du bon, non ? J'arrive enfin à Lake Tekapo. Je me gare précipitamment. Il faut dire qu'avec l'effort du matin et toutes mes cogitations gastronomiques, l'appétit était désormais là et bien là même. Ça y est, j'aperçois enfin l'enseigne du Kohan Restaurant. Je me trouve à 2 doigts du fameux Graal. Je pousse la porte d'entrée. Tiens, elle me résiste. Elle ne s'ouvrira pas. Il est 14h02, le service est terminé. Un serveur nippon me fait signe qu'il n'envisage pas de faire exception pour moi, et ce, malgré les excellentes relations diplomatiques que j'entretiens avec ce pays depuis le début de ce voyage. Le bonheur ne tient à pas grand-chose. Mon périple se poursuit dès demain par la visite de Christchurch, la seconde ville du pays. Le temps de cette petite escale urbaine, je vais quitter cette nature magnifique et totalement préservée dont je ne me lasse vraiment pas. Aujourd'hui, je découvre Christchurch, la seconde ville du pays. Une cité à l'âme anglaise où règne un calme apaisant et une sérénité particulière. Au cœur de la ville, l'immense jardin botanique ajoute à cette atmosphère tranquille. C'est un véritable bonheur de s'y perdre.
Pourtant, Christchurch a connu des jours sombres. Entre 2010 et 2011, une série de tremblements de terre a anéanti le centre-ville, causant la mort de près de 200 personnes. Aujourd'hui encore, la ville reste un immense chantier et les stigmates de la catastrophe sont visibles à chaque coin de rue. La cathédrale historique, complètement détruite, a laissé place à une solution provisoire, la Cardboard Cathedral, une cathédrale en carton, imaginée par l'architecte japonais Shigeru Ban. Elle a été construite en 18 mois, avec d'immenses rouleaux de carton. Son allure intrigue autant qu'elle surprend. De l'extérieur, l'esthétique ne me convainc pas totalement, mais à l'intérieur, une lumière incroyable, presque divine, baigne la nef. Le jeu de symétrie, subtil et recherché, donne à l'ensemble une harmonie fascinante. Temps fort de ma visite, le Riverside Market, une grande halle où se mêlent des comptoirs gourmets du monde entier. Après ma déconvenue de la veille à Lake Tekapo, je ne voulais prendre aucun risque sur le ravitaillement. J'avoue avoir boudé les sushis et les plats japonais par pur esprit de représailles. À la place, j'opte pour un boboon vietnamien, gourmand et parfaitement réussi. Je ne pouvais tout de même pas boycotter toute l'Asie pour un simple malentendu gastronomique. Christchurch, c'est une ville créative où la street art et l'innovation redonnent vie aux rues et aux quartiers. Je poursuis ma découverte avec New Regent Street, une rue pittoresque aux façades pastel où l'art déco et le colonial se rencontrent. Un café en terrasse, quelques boutiques animées, l'endroit parfait pour s'imprégner de l'atmosphère locale. Je clôture ma visite par l'International Antarctic Center, une expérience immersive où l'on peut vivre le froid polaire, rencontrer des manchots et découvrir les missions scientifiques en Antarctique. Une sacrée expérience. Entre histoire, nature et modernité, Christchurch est une ville qui se réinvente et qui mérite qu'on s'y attarde. Je retrouve les grands espaces naturels des deux mains, cap sur la West Coast et les fameux glaciers Fox et Franz Joseph. Il paraît que la West Coast offre ce que la Nouvelle-Zélande a de plus mythique. Je sens que cela va me plaire. Ce pays regorge décidément de surprises. À mesure que je me rapproche de la côte ouest, tout bascule. Le climat, humide et tempéré, offre une métamorphose brutale du paysage. En un clin d'œil, j'ai l'impression d'avoir changé de latitude, de m'être rapproché des tropiques. Les montagnes font place à une jungle luxuriante. Les forêts s'habillent de yucca, de fougères géantes et même de palmiers. Fini l'ambiance montagnarde des jours précédents. Ici, c'est la mer. Une mer sauvage, battue par les vents furieux des 40e rugissants. La route vers Westport est sublime. Peu de villages, des plages de sable blanc qui semblent attendre Robinson Crusoe et Vendredi. Une halte au cap Fullwind. Là, une colonie de phoques profite des criques ciselées comme d'un terrain de jeu rêvé. Je me pose, je contemple la valse des vagues qui s'échouent inlassablement sur les rochers sculptés par le temps. Sur le chemin du retour, je découvre les Pancake Rock près de Punakaiki. Et oui, ces formations rocheuses ressemblent étonnamment à des crêpes empilées. Il est 16h et je n'ai toujours pas mangé. Ce paysage m'ouvre l'appétit. Si je suis favorable à la méditation en pleine conscience et au rituel de jeûne, je crois vraiment qu'il ne faut pas pousser l'expérience trop loin. Jamais plus de 3 ou 4 heures. Avec le West Coast Wilderness Track, qui part de Greymouth, je trouve un terrain parfait pour une balade tranquille en VTT. Le chemin suit le littoral avant de s'enfoncer dans une forêt magnifique. Mon vélo, gentiment prêté par mes hôtes, semble arriver péniblement au crépuscule de son existence. Par bienveillance, je décide de ne pas revoir mes ambitions à la hausse. Je trouve un bar confortable sur le chemin et m'offre une bière locale. Après tout, la Nouvelle-Zélande, c'est aussi un pays hors du temps, où l'on peut simplement s'écouter et lâcher prise. Ça fait du bien.
Mon parcours sur la West Coast se poursuit désormais vers les glaciers Franz Joseph et Fox. Là encore, les contrastes sont saisissants. La mer n'est qu'à 30 km des glaces et la végétation garde des accents subtropicaux. Une preuve directe de l'influence du climat sur le paysage. De quoi imaginer à quoi ressembleront nos régions françaises dans quelques années. Des baobabs à Lyon, des palmiers sur les Champs-Élysées. Ma randonnée du jour m'entraîne à travers une forêt primitive, dense et profonde. Elle s'achève par un passage insolite, un ancien tunnel, percé il y a plus d'un siècle. 400 mètres dans l'obscurité, une aventure en soi, et au bout, une lueur. Une lumière bleutée, créée par des dizaines de vers luisants, comme un ciel étoilé souterrain. Un instant magique, presque irréel. Je termine ma visite de la West Coast par une magnifique balade autour du lac Matesson. Cet endroit offre des points de vue exceptionnels sur les glaciers environnants, dont les sommets se reflètent sur la surface de l'eau. J'avoue avoir rarement vu d'aussi beaux paysages. Si vous ne passez qu'une semaine en Nouvelle-Zélande, c'est définitivement ici qu'il faut venir. Ce matin, j'ai quitté l'île du Sud, non sans un léger pincement au cœur. Impossible de ne pas garder Queenstown et toute cette île en bonne place dans mes souvenirs de voyage. Aujourd'hui, me voici à Wellington, la 3e ville du pays, mais surtout sa capitale administrative. Une ville étrange où tout semble calme, feutré, apaisé. Une atmosphère smooth, presque hypnotique. L'air est doux, les rues silencieuses et les habitants semblent tous en baisse de tension. J'ai une impression de Oslo en Norvège, sans l'architecture moderne, ou de San Francisco, avec ses maisons victoriennes. Je me sens curieux d'en voir plus. Avec son statut de capitale, Wellington concentre tout l'establishment néo-zélandais. Mon hôtel est juste en face de la résidence du Premier ministre. Et la comparaison avec la démesure du palais de l'Élysée en France est plutôt amusante. Une villa cossue, certes, mais c'est un bâtiment à taille humaine. Une anecdote qui intrigue. Il y a quelques années, le pays était dirigé par une jeune femme qui a assumé une grossesse tout en étant première ministre. Un fait rare, peu souvent vu ailleurs. Encore une ville verte. Le Botanic Garden, étendu sur 30 hectares, offre une belle parenthèse au cœur de la ville. Le fameux funiculaire rouge, présent sur toutes les cartes postales, se trouve aux abords du parc, offrant une vue spectaculaire sur Wellington. Impossible également de manquer le musée Te Papa Tongarewa. Véritable fierté des Kiwis, il concentre tout ce qu'il faut savoir sur la Nouvelle-Zélande. Histoire, culture maori, faune, nature préservée. Une richesse incroyable, où chaque espèce endémique fait l'objet d'une protection acharnée. L'histoire du pays, bien moins violente que celle de l'Australie ou de l'Algérie, témoigne d'une autre approche. Dès 1840, les Anglais signent un traité de coopération avec les 50 principales tribus maoris. Dès 1907, la Nouvelle-Zélande s'affranchit presque totalement du Royaume-Uni, tout en restant dans l'esprit du Commonwealth, avant même que celui-ci n'existe. Contrairement aux aborigènes d'Australie, les Maoris sont un peuple nomade polynésien, arrivé relativement tard, au XIIe siècle. Cette faible antériorité de chaque communauté sur le territoire explique peut-être pourquoi la cohabitation se passe mieux qu'ailleurs. L'idée d'un patrimoine naturel commun à défendre et préserver semble fédérer tout le monde. Sur ces îles magnifiques, un peu hors du temps, l'homme n'est qu'un invité. Une vision inspirante qui contraste fortement avec les logiques impérialistes qui agitent les grands dirigeants mondiaux. Si un jour le monde s'effondre, la Nouvelle-Zélande pourrait bien être l'endroit où migrer. Mais rien ne dit que les Kiwis nous accepteraient. À Rotorua, une atmosphère unique se dégage.
impossible de passer à côté de l'intense activité géothermique de la région. Dans la ville, les fumerolles s'élèvent un peu partout et une odeur persistante de soufre flotte dans l'air. Oui, comme en cours de chimie en 5e, ça sent l'œuf pourri. Mais on s'y habitue vite. La visite du parc Waiotapu s'impose dans le top 5 de mon voyage en Nouvelle-Zélande. Un site géothermique spectaculaire où la Terre respire, où les cratères fumants témoignent d'une activité souterraine intense. Vient le champagne pool, un immense bassin multicolore en quasi-ébullition d'où s'échappe une épaisse brume. Un spectacle fascinant. Mais malgré la beauté du lieu, il ne faut surtout pas envisager de tremper un orteil. Les couleurs incroyables de l'eau révèlent la présence d'arsenic et d'autres substances nocives. Votre prof de chimie en parlerait mieux que moi. Bref, c'était magnifique, ça ne sentait pas bon, et mon côté David Hamilton s'est emballé. 67 photos, 19 vidéos plus tard, je poursuis ma balade jusqu'au lac Émeraude, niché au bout du parc. Un vert intense, presque irréel. Rotorua, c'est aussi une place forte de la culture maori en Nouvelle-Zélande. Je visite leur quartier historique, où règne une ambiance mystique. Par beau temps, c'est sublime. Les fumerolles, la petite église au bord du lac Rotorua, le cimetière des vétérans maoris, les maisons traditionnelles, ornées de statues de guerriers sculptés dans le bois. Mais lorsque le soleil disparaît, cet endroit peut devenir lugubre. Un décor parfait pour Halloween, quand on aime jouer à se faire peur. Pour approfondir la découverte de la culture maori, je me rends à Wakarewarua, un village maori authentique, où les habitants utilisent encore les sources chaudes naturelles pour cuisiner et se chauffer. Ici, la tradition et la géothermie se mêlent dans un quotidien fascinant. Rotorua, c'est une terre de feu, une terre de culture, où la nature et l'histoire se croisent à chaque instant. Aujourd'hui, je poursuis mon périple en direction de la péninsule de Coromandel. À mesure que j'avance, la végétation évolue, la température aussi. Le fond d'air frais qui m'accompagnait depuis Queenstown s'est évanoui. Désormais, place à une ambiance plus méridionale, voire exotique. Pour rythmer ma journée et atteindre mon objectif de 12 000 pas quotidiens, je m'offre une longue balade sur Waihae Beach. Dès les premiers instants, mes impressions sur le changement d'atmosphère se confirment. Fini les colonies de phoques, place aux touristes qui se prélassent sur la plage. Et loin de moi l'idée de comparer les touristes allemands à des phoques privilégiant les eaux plus chaudes. L'endroit est magnifique. Et pour la première fois depuis mon arrivée, je tente une baignade. L'eau est agréable, rien à voir avec les frimas de la West Coast sur l'île du Sud. Les 50 derniers kilomètres de mon trajet jusqu'à Coromandel me réservent une agréable surprise. La route longe la mer, les virages s'enchaînent. C'est éprouvant, mais le spectacle est somptueux. Rarement, j'ai ressenti une telle émotion face à un paysage. Chaque virage, chaque point de vue offre une nouvelle surprise. Cet émerveillement permanent me pousse à me demander si ce voyage en solo ne m'aurait pas rendu hypersensible, voire carrément neuneux. Mais la splendeur objective des paysages me rassure sur cette crainte. Tout au nord de la péninsule, la baie de Coromandel, parsemée de petites îles, est incroyablement belle. Une nature préservée, une lumière intense, un spectacle de tous les instants. Ma visite se poursuit par une balade engagée, sur un sentier étroit qui s'enfonce profondément dans la forêt. Je rêve d'avoir une machette pour me frayer un chemin. Malgré mes recherches approfondies sur l'absence de serpents dans ce pays, je dois avouer que quelques doutes subsistent. L'idée d'être le premier touriste à se faire dévorer par un boa fraîchement découvert en Nouvelle-Zélande m'angoisse légèrement. Mais mon tempérament téméraire l'emporte sur mes peurs irrationnelles et finalement, je réussis à rentrer sain et sauf à l'hôtel.
Entre ses plages idylliques, ses routes panoramiques, sa forêt luxuriante et ses émotions inattendues, le bout de la péninsule de Coromandel s'impose comme une étape incontournable de ce voyage en Nouvelle-Zélande. Je suis surpris de la faible exploitation touristique de cette région. Demain, je bascule sur la côte est de la péninsule à la découverte de Cathedral Cove, l'une des plus belles plages du monde selon mes propres sources. Ce matin, cap sur la côte est, direction Cathedral Cove. Je prends la route 309, cette fameuse piste cabossée, plus proche d'un chemin de traverse que d'une véritable route. Première escale, Waiau Falls, une chute d'eau somptueuse, nichée au cœur de la forêt. Un tableau déjà éblouissant, magnifié par une vision inattendue. Une touriste en tenue d'Ève, parfaitement intégrée au décor. Malgré ma déconstruction récente, je reste un homme sensible aux beautés que la nature peut offrir. Je poursuis vers un espace naturel dédié aux kauris, ces arbres géants, emblématiques de Nouvelle-Zélande. À l'entrée, un portillon et un rituel de désinfection. On frotte ses pieds, on s'asperge d'une solution antibactérienne. Tout cela pour protéger ces géants millénaires. Les kauris, majestueux, semblent avoir traversé les siècles, intouchables, inébranlables. Mais depuis quelques années, ils sont victimes d'un petit champignon dont l'origine reste inconnue. Dès qu'un arbre est contaminé, il n'a aucune chance de survivre. Il se pétrifie et contamine ses voisins. Effrayant. Les mesures de prévention, qui m'avaient fait sourire, prennent tout leur sens. Face à des forêts entières de kauris décimées, je suis sidéré. J'arrive enfin à Cathedral Cove, site emblématique de Coromandel. Cette plage incroyable est devenue célèbre grâce au film Disney Le Monde de Narnia. Je ne connaissais pas. Mais une fois encore, la beauté du lieu me surprend. Après une belle balade, le sentier se poursuit par un escalier raide qui débouche sur la plage. Cathedral Cove doit son nom à une immense grotte en forme de voûte gothique. En s'avançant, une vue à couper le souffle s'ouvre sur la seconde partie de la plage et ses grands rochers. Avec un ciel azur, un sable blanc et une végétation luxuriante, Cathedral Cove possède tous les ingrédients d'une plage parfaite. Ici, pas besoin d'une bombasse en tenue d'Ève pour magnifier le lieu. La nature, avec un grand N, se suffit à elle-même. Dernière étape de cette incroyable journée, Hot Water Beach. À première vue, elle fait un peu penser à une plage prise d'assaut par des vieillards un peu séniles, affairés à faire des châteaux de sable. Mais non, en fait, pas du tout. Hot Water Beach se trouve à l'extrême nord de la zone géothermique de l'île. En creusant un peu, le sable atteint des températures de 50 à 60 degrés Celsius. Chaque jour, les locaux et les touristes se synchronisent avec la marée pour s'offrir une séance de jacuzzi naturel. Le principe ? Creuser un grand trou dans le sable, brûlant je peux en témoigner, et capturer l'eau de mer. Depuis le début de mon voyage en Nouvelle-Zélande, je n'avais jamais vu autant de monde réuni. Il ne manquait plus que la buvette, la musique et les wursts pour que cela ressemble à une fête de la bière bavaroise. Les touristes allemands, très organisés, avec le parfait matériel pour creuser efficacement des piscines idéales, avaient les meilleures places. J'ai rapidement fui l'attraction, préférant une belle balade le long de la plage sauvage avant de reprendre la route vers Auckland. Je commence à prendre conscience que mon road trip en Nouvelle-Zélande touche à sa fin. Dans 48 heures, je prendrai l'avion à Auckland. Je me sens extrêmement privilégié. Quelle chance d'avoir pu vivre tout cela. Quelle belle aventure. Et surtout, que de souvenirs. De nouveaux projets m'envahissent d'ores et déjà l'esprit. Le Chili, le Japon, la Namibie et l'Afrique du Sud. Rien ne pourra désormais arrêter le happy boomer en liberté que je suis devenu. Je vous dis donc à très bientôt.